Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, les épisodes qui sont conçus pour ceux qui n'en ont pas marre de Tech Café ou au contraire ceux qui en attendent plus et qui attendent peut-être des infos qui vont au-delà de ce qui fait l'actu la semaine, peut-être même parfois ce qui fait au-delà de l'intelligence artificielle l'actu dans le monde de la tech. On a plein de sujets divers et variés, promis on va parler un peu moins d'intelligence artificielle. Ça donne vraiment l'impression que je me sens coupable qu'on parle autant d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment pas le cas. Et j'ai juste bien vu un ou deux petits messages en ce sens et en plus c'est pas des messages virulents, c'est des personnes qui ne reprochent en rien à Tech Café de relayer de l'actu sur l'intelligence artificielle mais qui disent juste que eux ils en saturent. Franchement je comprends, voilà. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode de supplément de cette semaine, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais ça va très bien. On va continuer à parler de tech évidemment dans Tech Café. Semaine prochaine, rendez-vous pour un épisode spécial avec les annonces Apple, peut-être des formats qui changent un petit peu des autres semaines. Et puis on retrouvera à nouveau Guillaume Poggiaspala la semaine suivante. Il vous a manqué la semaine dernière, mais on est ravis de le retrouver. Et on compte sur vous bien entendu pour ne pas oublier les fondamentaux de Tech Café qui sont entre autres, je les liste rapidement, mais déposez un commentaire sur techcafé.fr quand vous avez des remarques sur ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez même le faire pendant que vous écoutez cet épisode. Je sais que vous écoutez parfois sur votre mobile, dans les transports. Vous allez sur techcafé.fr, vous cliquez sur la bannière du dernier épisode et vous pouvez déposer un commentaire. C'est toujours assez cool de voir vos réactions. Vous pouvez également déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, ce qui nous permet de rendre visible le podcast. Alors non pas que ça nous augmente notre nombre d'auditeurs, mais quand les gens cherchent des infos sur la tech et qu'ils tombent sur Tech Café, le fait de voir qu'il y a plein d'évaluations positives, ça les incite peut-être à s'abonner. C'est un peu comme sur les apps, sur les magasins d'applications mobiles. C'est le même fonctionnement. On compte sur vous aussi pour jeter un coup d'œil sur techcafé.fr/Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien entendu d'envisager un soutien financier à la hauteur de vos possibilités. Et si vous en avez la possibilité, pour ça, rien de plus simple, patreon.com/techcafé. Il y a pléthore de créateurs de contenu et de podcasteurs qui se servent de cette plateforme. Alors peut-être même que vous avez déjà un abonnement. Il ne vous fera que quelques clics pour venir nous soutenir à notre tour. Donc si vous aimez une info qualifiée dans un ton agréable à entendre, disponible chaque semaine et qui vous permet d'être à jour sur l'actu tech et de ne pas être influencé par les discours dans les restaurants d'entreprise ou à la machine à café et peut-être même au contraire de les influencer à votre tour, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sans autre forme de procès, Guillaume, promis, on parlera pas trop d'IA, mais on est puni, c'est Nvidia qui en parle. En plus, il y a IA dans le nom, mais Nvidia qui forcément surfe un peu sur la vague, forcément. Ouais, alors là, on va parler du Computex. Je voulais parler du Computex un petit peu, on est en plein dedans. Donc le Computex 2023 a lieu à Taipei en ce moment même, on va en parler. Il y aura peut-être encore de nouvelles choses à dire dans les jours qui viennent, mais bon, là, on va commencer c'est le début, quoi, on va dire. Et on se début de salon, évidemment, c'est vrai que c'est Nvidia qui vole la vedette aussi avec une longue keynote qui était pas très intéressante. Voilà, pour être honnête, voilà, si vous avez vu les précédentes cette année ou en fin d'année dernière, voilà, de la GDC ou de la GTC, pardon, ce genre de truc, il n'y a pas franchement des masses de nouveautés, c'est normal en fait. Donc Jensen Huang a montré en ce début de conférence les progrès en matière de rendu graphique, qui ont été accomplis en 5 ans, et c'était presque émouvant, 5 ans. Et voilà, il y a 5 ans, il fallait, pour rendre une image, l'image qui était montrée, il fallait rendre entre 1 et 2 heures. Avec accélération graphique, avec le CUDA de l'époque, le CUDA de quand on était petit, en 2018. L'image, elle est complexe, attention, il y a du path tracing, des éclairages indirects, des réflexions, des matériaux complexes de tous les côtés. 1 heure, c'est pas vraiment étonnant finalement. Sauf qu'aujourd'hui, avec une Tesla moderne, le rendu se fait en temps réel et on peut se balader directement dans la scène. Et ça, c'est des progrès qu'on doit effectivement au RT Core, au Tensor Core de la marque, bien sûr. Et évidemment, après ça, la conférence a embrayé sur le sujet majeur et quasi exclusif de cette keynote, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. I am AI, voilà, le message / slogan qu'on avait déjà entendu il y a quelques mois revient et confirme que Nvidia devient une boîte centrée sur l'IA et ça devient son cœur de métier quasiment. Comme tant d'autres. Et oui, mais surtout, il a bien raison parce que c'est en train de faire de lui un géant. C'est pas exclu qu'Nvidia vienne tutoyer les Apple, Google, Meta dans le top 3 ou 4 des plus grosses boîtes tech du monde très bientôt. Les J'en chiffres le profite, confirment.
Il y a un épisode spécial que tu avais écrit qui reste valable dans la rubrique dossier sur techcafé.fr, vous le retrouverez facilement, mais qui parle justement quelque part un peu de l'histoire d'NVIDIA. C'est captivant et c'est intéressant de réécouter ça peut-être à l'aune de l'actu qu'on est en train de défiler. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, d'ailleurs, c'est sans doute un peu obsolète maintenant aussi, parce que c'est vrai que c'était avant tout ça, tu vois. Mais oui, les chiffres le confirment. Hein. D'après JP Morgan, Nvidia aurait engrangé 60% des revenus liés à l'IA cette année. Absolument tout le monde s'arrache ses GPU pour propulser toutes sortes de modèles. Hein. Les clones de ChatGPT en veux-tu en voilà toutes les IA que tu veux. Évidemment, ça booste énormément son chiffre d'affaires et ça lui offre un formidable relais de croissance pour ses ventes de cartes graphiques qui sont un peu en berne. Donc les chiffres d'affaires de ces produits data center a bondi de 14%, dépassant même les prévisions de Wall Street, et comme les ventes sur le segment gaming étaient un petit peu moins nulles que prévu, son action a explosé, elle est passée de 3 à 400 $. Énorme le bon, ouais. Presque immédiatement. Et donc aujourd'hui, Nvidia a dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière. Ce qui veut dire qu'il écrase littéralement Intel et AMD, qui sont respectivement à 120 et 200 milliards de dollars, pour donner une idée. Nvidia est donc plus très loin d'Amazon, qui est autour de 1100 milliards par là. Alphabet est autour de 1500 milliards. Bon, Apple, avec 2700 milliards, il paraît à peu près intouchable, mais bon, Nvidia est désormais un des poids lourds majeurs de la tech, d'autant que la hype de l'intelligence artificielle, vous vous rendez bien compte, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et en conséquence, cette keynote est donc très publicitaire. Donc on a eu les thèmes habituels, Omniverse, Maxine, les usines virtuelles, Isaac et les robots, machin truc, bon voilà, c'était un petit peu toujours pareil, je dirais que voilà, c'est tellement analogue à ce qu'on a déjà dit pas mal de fois que je ne vais pas revenir dessus en détail. Mais bon, il a dit évidemment à quel point utiliser les puces Nvidia permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie. Pas énormément de nouveautés, mais on a quand même vu passer une nouvelle itération de ces super ordinateurs maison, donc les GH200. Donc un GH200, ça atteint l'hexaflop avec 256 couples Grace Hopper, donc Grace étant le CPU et Hopper étant le dernier GPU de la marque, ce truc-là à 144 téraoctets de mémoire partagée. 500 fois plus de bandes passantes que la génération d'avant, le tout en NVLink, bon voilà, des chiffres qui donnent le tournis, un prix qui à mon avis donne des syncopes, voilà. Après, hexaflop, ça vous dit probablement quelque chose, puisque ça évoque la puissance donc des superordinateurs dont j'ai déjà parlé, comme Frontier ou Aurora. Attention, l'hexaflop dont parle Nvidia, c'est pas le même. C'est de la puissance pour le deep learning, donc on parle de calcul en faible précision, la plupart du temps, peut-être même sur des matrices creuses, donc c'est pas du tout la même chose que fait Frontier, par exemple, qui aligne le même nombre d'opérations par seconde, mais en calcul brutal, en 64 bits, en précision complète totale, donc double précision, rien à voir donc. Même, bon, si c'est quand même super impressionnant en soi, et puis évidemment, si tu fais du deep learning, t'es quand même très content d'avoir ton hexaflop. Donc, Nvidia, évidemment, étend son offre aussi toujours plus avec l'offre MGX, qui permet de mieux personnaliser ses calculateurs selon les besoins. Il a parlé aussi de nouvelles interfaces réseau, donc les nouvelles interfaces réseau comme Ethernet, si on veut, et puis c'est Bluefield aussi, donc c'est puces réseau qui permettent d'alléger un petit peu le travail des processeurs en prenant en charge une partie du traitement des données en amont, donc sur la communication, en gros, entre les nœuds, comme ça. Et donc avec Asus, ils ont aussi parlé, de présenter un serveur ChatGPT perso à louer, donc c'est ce qu'ils appellent le AFS Appliance, qui, pour une bricole, $6000 par mois, permet d'avoir un chatbot à la maison. Un chatbot totalement isolé, que tu peux utiliser sans internet si tu veux. C'est pas OpenAI dedans, c'est Formosa, un concurrent que je connais pas du tout, mais bon, disons que voilà, on va dire que tu peux avoir ton propre ChatGPT à toi. Pour une entreprise, tu as $6000. Plutôt cool finalement pour une entreprise Mais pour certains besoins, bien sûr. Tout à fait. Les grosses entreprises peuvent avoir dans leurs locaux un ordinateur à elles sur lequel elles ont un ChatGPT à elles spécialisé pour leurs besoins. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'échanger des données. Voilà, tout est comme ça. Tu vois, la protection des données est totale, quoi. Mm-hmm. Et donc très brièvement aussi, il y a eu l'après Hopper qui a été évoqué pour 2024. Donc Hopper Next, c'est-à-dire leur prochaine génération. Ça pourrait s'appeler Blackwell. Ça pourrait être en 3 nanomètres et toujours en monolithique, c'est-à-dire que ça ferait de Nvidia le dernier constructeur à s'entêter à pas utiliser de chiplets, c'est-à-dire c'est l'Ego de puce qui permet de faciliter un petit peu la vie quand même de la fabrication. Bon, ce sont des rumeurs pour le moment. Bon, on a aussi eu droit à un partenariat avec Mediatek pour les voitures autonomes, mais bon, peut-être plus, va savoir. Mais bon, dans l'ensemble, la keynote était assez commerciale, c'est-à-dire, voilà, on présentait les produits, c'est super, faut acheter mes produits, ils sont trop bien mes produits. Bon, même si franchement, Nvidia a pas besoin de trop se forcer pour les vendre. Actuellement, c'est camions de GPU, donc bon, on est loin, c'est vrai quand même.
C'est marrant parce qu'on est vraiment très très loin du temps où le temps fort d'une conférence Nvidia, tu sais, c'était la dernière démo 3D de la GeForce, tu sais, avec la petite fée comme ça animée en temps réel. Je me souviens encore de ça, c'était il y a pas si longtemps, hein. C'était peut-être 20 ans, remarque. Mais bon, c'est vrai que c'est frappant de voir à quel point, si tu veux, l'entreprise a changé ces dernières années. Ouais, c'est remarquable. Mais tu sais, tu disais tout à l'heure que l'épisode était peut-être un peu obsolète. Honnêtement, je suis pas certain. Évidemment, il n'y avait pas la tournure qui a pris l'intelligence artificielle ces derniers mois, mais la trajectoire de l'entreprise, finalement, elle n'est pas si surprenante que ça. Hein. On parlait déjà effectivement vraiment d'une grosse volonté de se diversifier. Et je me souviens qu'à l'époque, on l'avait enregistré au moment où ils voulaient racheter ARM. Oui, que ça capote. Tout à fait. Oui. Et du coup, à l'époque, le push, il se faisait beaucoup vers la mobilité. En fait, Nvidia voulait vraiment, il a beaucoup essayé d'ailleurs, de s'imposer dans les plateformes mobiles. Bon, il y a réussi en quelque sorte, puisqu'il a quand même dans toutes les Switch, tu vois. Il a été dans quelques tablettes et téléphones mobiles, mais finalement, c'est pas ça qui a vraiment réussi. Ce qui a vraiment réussi, c'est le secteur pro, c'est le data center, c'est le serveur professionnel, et en particulier, c'est les serveurs de calcul professionnels pour le deep learning, quoi. Ça, vraiment, ça les porte complètement. Le schéma de l'action de Nvidia est assez incroyable. Au passage, je la re-regardais tout à l'heure. 100 et quelques dollars en octobre 2022 pour remonter là à 400 $. Mais ils étaient montés assez haut. Il y avait eu un pic en fin d'année 2021 à 320 $. C'était bien cassé la gueule depuis. Mais j'ai l'impression que là, c'est parti pour effectivement... aller très haut et peut-être pour un petit moment. Je vous fais pas de conseils placement évidemment, mais c'est intéressant à suivre malgré tout. Allez, on continue Guillaume avec... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais relayer du Computex ? Oui, il y avait une démo rigolote, il y avait bien une nouveauté finalement dans cette keynote. Comme quoi ? C'était une démo de Ace. Ace, c'était un nouveau service pour les développeurs de jeux vidéo, puisque Ace, ça veut dire Avatar Cloud Engine. Et sur le papier, c'est fou, tu peux parler directement à un NPC dans un jeu vidéo, mais avec ta voix directement, tu le parles avec ton micro directement, comme tu parlerais à un pote. Et derrière, il y a un modèle de langage qui peut répondre, donc de manière en théorie complètement ouverte, ça peut donner des NPC qui répondent à tout, avec lesquels tu peux discuter, etc. Et ce qui est marrant, c'est que la démo qu'ils ont montrée était ultra ratée. C'est bien simple, tu m'aurais pas dit que c'était Ace derrière, j'aurais jamais deviné que c'était pas juste une scène standard d'un jeu PS4 lambda. La démo, c'est tu rentres en vue FPS dans un bar, ambiance cyberpunk. Je l'ai pas vu. C'est ça, tu rentres dans le bar, tu t'assois, tu parles au barman, donc tu parles au micro, mais de toute façon, tu le vois pas dans la vidéo, parce que t'as que la vidéo du jeu, donc à l'écran, ça donne vraiment rien, on voit pas vraiment que tu parles au truc, mais bon, le gars te répond, il te répond des trucs, mais vraiment archi classiques. C'est ça va, non, pourquoi ? Ah il y a des gangs dans mon secteur, va voir machin pour avoir des infos. Ok, j'y vais, ouais, fais attention à toi. Ok, donc c'est un échange de 4 phrases ultra bateau. On voit absolument pas la valeur ajoutée. C'est dommage. Il aurait cliqué sur des choix comme on le fait depuis 30 ans, que ça aurait été exactement pareil. Donc c'était nul. Et pourtant, il y a un gros potentiel. Et en fait, il y a déjà eu des essais avec des NPC qui ont été tentés et qui fonctionnent relativement bien avec Skyrim. Skyrim, 10 ans après sa sortie, c'est plus un jeu, c'est une plateforme, c'est un bac à sable, pour toutes sortes de modes. Les fans se sont complètement appropriés le truc. Et dans ce cas, il y a un mode qui utilise ChatGPT comme moteur de langage pour faire parler les personnages. Donc les NPC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plus convaincant que Nvidia. Alors, tu peux parler aux NPC directement avec ta voix, pareil. Les conversations sont complètement ouvertes. Ils répondent en plus de vive voix, les NPC. Ils répondent avec leur propre voix. En plus, chaque NPC modifié conserve sa personnalité, il continue à parler du lore du jeu, il continue à parler de son histoire. Tu peux discuter avec Lydia, lui demander quand est-ce qu'elle après faire du cheval, etc. Elle va te donner un truc qui est cohérent avec le lore du jeu, avec ce qu'elle aurait pu effectivement vivre dans le monde du jeu. Et les NPC sont aussi conscients de leur environnement, ils détectent les items, ils reconnaissent que tu as une épée dans les mains, ils donnent leur avis, etc. Ah ouais. Ils peuvent donner des infos, ils peuvent donner l'heure, ils peuvent donner des techniques de combat, ils peuvent t'aider dans les quêtes. Et donc Art from Machine, qui est le mec qui a fait le mode, a utilisé Whisper pour la traduction, XAV Synth pour la synthèse vocale, qu'il a donc pré-entraîné sur les voix du jeu pour que les NPC conservent leur propre timbre de voix, et alors évidemment ChatGPT pour générer les réponses. Alors bien sûr, c'est pas parfait,
C'est un peu mécanique. Il y a une latence pendant que ChatGPT, il calcule, il pond le texte à lire, justement, avant de l'envoyer pour qu'il soit parlé. Ouais. Mais c'est clairement une meilleure illustration de ce que ça pourrait devenir, les NPC dans les jeux vidéo du futur, et en particulier dans les jeux de rôle. Je sais pas si ça t'inspire, mais je pense que bien c'est... Bien sûr. On imagine tout de suite le potentiel, même dans le jeu de rôle classique, pas que dans le jeu vidéo, effectivement. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que pendant que tu détaillais la proposition, enfin, pas la proposition, mais la démo de Nvidia, parce qu'on comprend bien que ça se trouve, il y en a beaucoup plus sous le capot qu'on veut bien le laisser entreapercevoir dans le cadre de cette démo qui est assez ridicule d'après ce que tu décris. J'étais en train de te dire, ouais, mais tu t'attendrais à quoi pour que ce soit bluffant? Est-ce que finalement, des dialogues simples, c'est pas suffisant? Est-ce que le mec, il doit te pondre un chapitre entier d'un livre pour te convaincre? Et on comprend bien que c'est pas l'intérêt du jeu vidéo, mais c'est marrant parce que tu démontes tout de suite le sujet en te donnant cet exemple derrière avec Skyrim qui est du coup beaucoup plus convaincant. Finalement, ce que tu aurais aimé de la part de Nvidia, c'est d'avoir un processus créatif et qui permette de montrer justement ces éléments-là, qui permettent de montrer aussi la mémoire qu'ils ont, la capacité qu'ils ont à s'adapter au contexte du joueur, du niveau de jeu, etc. quoi. Oui, parce que si tu restes sur des choses qui sont forcément simples, t'as juste pas du tout besoin d'avoir un modèle de langage derrière. Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est que c'est pour avoir des discussions ouvertes et pour s'adresser aux NPC de manière différente, tu vois, que c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel, et en fait... c'est sûr. Pour les jeux de rôle, finalement, aussi, les IA, de toute façon, sont des outils à tout faire de base, parce qu'il y a déjà des solutions depuis quelques années pour faire du livre dont vous êtes le héros, quelque part, mais en temps réel, disons, coécrit par une IA. Et donc, au fur et à mesure que les outils génératifs se développent, on passe des caps. Par exemple, sur Cobalt AI, tu peux faire une aventure générative. Donc c'est un truc qui s'écrit en temps réel, si tu veux, en fonction de ce que tu dis, de ce que tu fais, qui est donc écrit en temps réel par un modèle de langage et qui est illustré par Stable Diffusion. Donc tu vas avoir des illustrations comme ça qui sont générées à la demande. Et petit à petit, on va aller plus loin. On a déjà de la génération d'objets qui arrive. Et avec Bifrost, par exemple, Bifrost d'ailleurs, je crois qu'on peut le voir au début de Keynote en illustration, Bifrost, il y a une fonction expérimentale qui est la génération automatique de scènes 3D. Donc des environnements ouverts, naturels ou urbains, qui peuvent être vraiment immenses et qui sont générés uniquement avec des prompts. Et donc, d'ailleurs, on pense aussi à Blender GPT, qui permet de décrire ce qu'on veut sur sa scène 3D dans Blender, et en fait, c'est un plugin, c'est un Blender GPT pour Blender. Blender, donc le logiciel qui permet de faire des images de synthèse en 3D, avec de la modélisation 3D. Et le plugin, en fait, il génère le code Python en fonction du prompt que tu donnes. Et donc, tu peux avoir les matériaux que tu veux, tu peux avoir des scènes complexes qui sont faites uniquement en les décrivant, tu vois. Tout ça ne cesse d'évoluer. Ça va révolutionner le travail des développeurs, des artistes, mais même un jour, on pourrait imaginer la génération de niveaux de jeu entiers à la demande, ou contextuellement, avec, tu vois, selon les choix du joueur. Et peut-être qu'à l'avenir, le jeu sera plus un jeu, le jeu sera un maître du jeu. Un maître du jeu qui altère les conditions de la partie en temps réel. Peut-être qu'on aura carrément des jeux dont vous êtes le héros, dont l'histoire, les personnages et même les niveaux sont créés à la demande. Peut-être que dans 20 ans, l'idée même d'avoir des niveaux de jeu figés, comme on aurait dans un Last of Us ou un God of War aujourd'hui, nous paraîtrait ringarde. C'est possible. C'est possible, en espérant évidemment que la narration soit au rendez-vous. Et il y a des voies alternatives qui sont des espèces de copilotes de maîtres du jeu. Il y a des plateformes de jeux de rôle en ligne. Évidemment, j'ai envie de citer Let's Roll, qui est un développement en plus par des Français et qui a été soutenu par la communauté, qui est 100% en ligne, qui est assez cool. Et j'imagine tout à fait, quand tu as l'accès meneur de jeu, d'avoir des intelligences artificielle où tu pourrais comme ça prompter des niveaux à la demande, prompter des personnalités de joueurs à la demande qui pourraient dialoguer avec les joueurs. Ça offrirait une créativité, une richesse qui d'ailleurs rendrait peut-être un peu moins contrôlé et donc peut-être un peu plus intéressant le jeu de rôle que ça ne l'est aujourd'hui pour le meneur du jeu. En tout cas, je parle des jeux de rôle traditionnels. Évidemment, Romaric, si tu nous écoutes, Romaric Brillant de la cellule, si tu nous écoutes, je pense que tu aurais matière à redire, mais je voulais quand même souligner ce potentiel-là. Je trouverais ça assez cool. Le Computex, Guillaume, c'est aussi les nouveautés du côté de ARM. Alors, il va falloir que tu nous actualises un petit peu les différents Cortex qui sont présentés par ARM. Oui, c'est traditionnel aussi. Donc le Computex a été utilisé par ARM comme occasion pour présenter sa fournée de nouvelles puces de l'année, quoi. Donc il a présenté les Cortex X4, les A720 et les A520, qui succèdent assez logiquement au X3, au A715 et au A510. Donc c'est presque logique parce qu'en fait il n'y a pas de A515, mais bon. Je suis rassuré. Voilà, comme d'habitude, on a donc 3 gammes de processeurs, on a les poids lourds, donc le X4, ça va intéresser les smartphones haut de gamme. Donc souvent il y a un cœur X4, un cœur X comme ça pour les applications lourdes, dans les systèmes sur puce des Galaxy par exemple. Puis après il y a les poids Walter, les A720
1620 qui vont commencer un peu moins, voilà, qui vont consommer un petit peu moins. On va les trouver par grappe de 2, 3 ou 4, limite, dans les systèmes. Ils sont là pour s'occuper un petit peu de tout. Bon, parfois, il faut juste tout, hein, si t'as un milieu de gamme, il y a peut-être que ça. Sinon, il s'occupe des tâches secondaires pour soulager un petit peu le X, hein, pendant qu'il fait le gros du boulot. Et puis après, il y a les poids plumes, les A520, qu'on va retrouver par paquet de 2 ou 4, hein, qui là encore vont s'occuper de tout si on est dans un appareil d'entrée de gamme, vraiment pas cher. Sinon, ça pourra prendre en charge les tâches en arrière-plan à moindre frais. Moindre frais parce qu'ils consomment très très peu et qui sont aussi extrêmement petits. Donc ils consomment très peu de surface sur la puce. Donc la configuration standard de ces puces grosses, moyennes, légères, c'est dans les 1 plus 3 plus 4. L'an dernier, c'était plutôt 1 plus 3 plus 4. Peut-être on va s'orienter plus sur du 1 plus 5 plus 2 cette année, donc ça veut dire 1 gros, 5 moyens, 2 petits. Mais bon, ça, c'est à la discrétion des constructeurs, sachant que l'interconnexion sur la puce supporte jusqu'à 14 cœurs, du type qu'on voudra, donc en hétérogène. Et donc, finalement, la fournée ARM 2023 ne révolutionne rien, hein, elle apporte des optimisations quand même qui baissent la consommation de 40% pour les X, d'environ 20% sur les autres. Alors bien sûr, une partie de ces gains seront utilisés pour accroître les performances. Hein. Donc les puces abandonnent définitivement le support du 32 bits, hein, ça c'est notable. Bon, c'est une transition qui est en marche depuis un bon moment quand même maintenant. Au niveau des systèmes d'exploitation, c'est plié, hein, là c'est carrément au niveau des puces, hein, depuis 2022. On a par exemple le Dimensity 9200 qui est 64 bits uniquement, et là, les nouvelles puces ARM ne supportent plus du tout le 32 bits. Donc voilà, les applications anciennes vont devoir être soit mises à jour ou recompilées, soit disparaître totalement. Donc au niveau de l'architecture, on passe du ARM 9.2, donc il y a un renforcement de la sécurité mémoire d'ailleurs. Le 64 bits est aussi utile pour ça, hein, puisque une partie des bits qui sont pas utilisés pour l'adressage, parce qu'on n'a pas non plus voilà, 64 bits c'est tellement énorme qu'on n'a pas besoin des 64 bits pour tout adresser, mais donc dans ces bits qui restent, dans les bits de pointeurs qui restent, on peut mettre des métadonnées, et ces métadonnées, ça permet de savoir d'où viennent les pointeurs, de savoir s'ils sont légitimes, etc., donc de renforcer la sécurité. Et donc pour aller un peu plus loin dans les détails du matériel des puces, hein, même assez rapidement, on peut dire que le X4 il est un peu plus petit, il fait à peu près 10% de moins que le X3, et il est un peu plus complexe. Entre autres, il gère plus d'instructions parallèles, donc 10 contre 8 auparavant, il a 2 ALU, donc 2 unités arithmétiques et logiques de plus, une unité de prédiction des branchements supplémentaires et une unité de multiplication et accumulation en plus. Il a aussi un plus gros cache L1 et L2, c'est des changements qui sont quand même assez marquants, qui expliquent le gain prévu en performance, qui est quand même assez notable. Donc pour le A720, il y a aussi plein de petites améliorations, un petit peu partout, qui amènent autour de 15% de mieux à fréquence égale. Et pour le A520, le tout petit, ce qui est marrant, c'est qu'il est un petit peu plus rapide, et pourtant on lui a retiré une unité de calcul. Donc il devrait faire moins de choses à la fois, tu vois. Mais en fait non, parce que c'est vraiment l'inverse du X4, mais bon, ça a sa logique. Il y a d'autres améliorations, hein, sur A520 qui permettent de compenser un petit peu la perte de cette unité de calcul qui n'existe plus. Mais surtout, d'un point de vue global, ça fait que le A520 il est vraiment très très petit, très très léger. Du coup, il consomme encore moins d'énergie. Et si tu veux, cette énergie qu'il libère, c'est l'énergie qui revient au budget global de la puce et qui peut être utilisée par les cœurs plus puissants qui pourraient en avoir besoin. Donc le but, c'est d'avoir une meilleure efficacité sur l'ensemble du cluster, en fait. Et donc tout ce cluster-là, hein, justement, où t'es 1 plus 3 plus 4 plus 12 plus que toi, comme tu organises un petit peu selon les moyens, hein, tu organises un petit peu les puces comme ça pour avoir, selon tes besoins, ça peut accueillir donc les cœurs, donc jusqu'à 14, et 32 mégaoctets de cache de niveau 3 qui est partagé entre tous les cœurs. Donc ça peut être assez compliqué quand même. Dans l'ensemble, le cluster d'ailleurs a aussi un petit peu été remanié. Les interconnexions entre le cache, tout ça, les trucs mémoire, tout ça, ça a été un petit peu remanié. Ça limite l'énergie qui est perdue pendant qu'il fait rien, parce qu'on va y consommer un petit peu plus d'énergie en ne faisant rien. C'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc ça résume un petit peu la présentation. Ce qui est c'est un petit peu mieux, hein, pour plein de raisons. Ce qui me marque le plus finalement, c'est encore la mort du 32 bits. Parce ça que fait vous l'avez écho aussi évoqué pour les processeurs x86S d'Intel. Exactement, dont vous avez parlé la semaine dernière. Donc c'est ça, une page qui se tourne, donc plein de pages même en fait finalement. Et comment ça se fait que les deux sont à mettre en parallèle? Est-ce que c'est un hasard du calendrier? Est-ce que c'est une évidence de l'industrie? Est-ce qu'il y avait un mec qui a dit bon, à partir de 2023, vous bossez sérieusement sur des spécifications, on abandonne le 32 bits? Non, les mêmes causes, mais les produisent les mêmes effets. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tout est en 64 bits. Il y a un décalage dans le sens où
sur les PC, le 32 bits est toujours présent, il va le rester encore parce que x86s c'est pas encore fait. Oui, donc, bien sûr. Ça va rester encore Et à quelques partir années. du moment où ça arrive, ça va pas balayer d'un revers de manche Alors tout ce qui est installé. que chez ARM, et chez ARM, hein, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des trucs compatibles ARM 32 bits. Ça, il va peut-être y en avoir encore, mais les processeurs qui sont commercialisés, les schémas de puces qui sont commercialisés par ARM, eux ne le seront plus. 32 bits, ils seront que 64. Ça veut pas dire que ça n'existera plus jamais nulle part. Tu vois, c'est vraiment un truc particulier. Mais bon, voilà, c'est juste parce que, voilà, ça avance, tout simplement, et que petit à petit, les choses deviennent obsolètes à des moments qui sont à peu près les mêmes, pour les mêmes raisons, sauf que, c'est un petit peu décalé, tout simplement, hein, parce que, voilà, ça s'est fait plus vite. Il faut dire que Apple a introduit le 64 bits il y a un petit moment maintenant, hein, et ne supporte que le 64 bits depuis un petit moment. Ça fait... je crois que le Pixel 7, il est que 64 bits, enfin, c'est un OS qui est pur 64 bits aussi. Bon, voilà, tu vois, petit à petit, ça, voilà, on lâche, quoi, parce que ça sert plus. On tourne des pages, très bien. Et puis on va quand même clore avec... tu aimes bien les petites polémiques, hein. Et puis c'est bien de faire de la polémique, ça attire les auditeurs aussi, je pense. Et c'est Asus qui se prête à l'exercice, Guillaume. Oui, Asus va alimenter... Donc Asus va alimenter ses cartes graphiques et la controverse avec son dernier concept qui est virer les connecteurs d'alimentation. Alors ils ont montré au Computex un proto de RTX 4070, donc une GeForce de Nvidia, qui n'a pas de prise d'alim, qui n'a pas de connecteur d'alim sur le côté là, comme on les connaît, tu sais, pour brancher à la carte l'alim du PC avec un gros câble moche. Eh ben non, le bus PCI peut envoyer jusqu'à 75 watts, hein, donc si ta carte graphique consomme plus, il faut un gros câble moche normalement, avec un connecteur qui est plus ou moins large, hein, selon le monstre que t'as. Et le but d'Acer, c'est d'envoyer le jus par un connecteur qui serait sur la carte mère, et qui serait en ligne en fait avec le connecteur PCI Express lui-même. Donc la carte graphique, elle a son connecteur PCI Express standard. Et puis un peu plus loin, pareil, hein, de la même manière, il y a un connecteur d'alimentation qui ressemble en fait un petit peu à un connecteur PCI Express 1.0, là, vous savez, les petits trucs étroits là. C'est ce genre-là. Donc la carte mère, par là, pourra envoyer jusqu'à 600 watts max. Ce qui est correct, hein. Ce qui est largement suffisant même pour les pires monstres de Nvidia ou AMD, enfin en tout cas pour l'instant. En soi, bon, moi, pas avoir de câble moche qui pendouille dans mon boîtier, je suis plutôt pour. Hein. Le souci, c'est que bien entendu, si vous achetez une carte graphique comme ça, elle rentrera exclusivement dans une carte mère compatible, et aucune autre. Et Asus présente donc un couple GPU carte mère, donc une Z790 Tough Gaming, qui est donc compatible avec ce truc-là. La carte mère étant d'ailleurs par ailleurs tout à fait standard, hein, à l'exception de cette alimentation supplémentaire, je dirais. Et donc Asus envisage de fragmenter à la fois le marché des cartes graphiques et celui des cartes mères. Donc, je sais pas ça te réjouit, ça. Je sais que ça te réjouit. Oui, voilà. Je sais pas à quel point c'est une idée brillante, hein, parce que franchement, mis à part le gain esthétique, il n'y a pas grand-chose de mieux. Enfin, esthétique avec des guillemets quand même, hein, parce que... je sais que l'esthétique d'une carte graphique à l'intérieur d'un boîtier fermé, c'est un enjeu majeur. Enfin, ouais. Tout de même, tu vois, je sais pas. Sachant que si tu achètes une RTX 4070 Asus comme ça, elle est irrevendable. Parce qu'elle est compatible avec un seul modèle de carte pour l'instant. Donc, bon. Alors, l'industrie, c'est pour l'instant, hein, l'industrie va-t-elle suivre Asus là-dessus ? Écoute, je sais pas. Rien n'est moins sûr, mais bon, on pourrait être étonné. Enfin voilà, c'était marrant. Alors ça fait un petit tour d'horizon très limité, hein, du Computex. Il y a toujours, comme toujours, il y a énormément de merveilles, hein, pour les geeks du PC. Donc il y a quoi ? Il y a des SSD ultra rapides par exemple, des moniteurs QD OLED de 49 pouces, il y a des ventirades et du water cooling de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Quand je dis de toutes les tailles, c'est vraiment de toutes les tailles, parce que j'ai vu un bloc water cooling qui dissipe 600 watts chez Kalios. C'est un délire. C'est un truc qui fait la moitié du volume de la tour, que tu mets sur la tour. C'est un truc, mais c'est monstrueux, quoi. Voilà, bon. Avec ça, il va être au frais, le truc, hein, pas de souci. Si vous le voulez vraiment, il y a même un portable MSI siglé Mercedes. Pourquoi faire ? Aucune idée. Mais voilà, il y a énormément de trucs que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Sur Cocottland, par exemple, où il y a beaucoup de news, donc entre autres. Hein, donc voilà, c'est marrant. Merci, ça permet de continuer à sourire un peu quand tu décris tout ça. Ouais, j'aime beaucoup Mercedes, pourquoi ? Parce que c'est possible. Merci, on va mettre de côté le Computex et puis on a d'autres news tech à vous relayer, notamment des musqueries, des histoires de chiffrement et d'enjeux Lego, Neuralink aussi. Mais juste avant, pour commencer, un petit mot encore pour les intelligences artificielles, mais qui pourraient peut-être bien, Guillaume, avoir des vertus de protéger l'humanité, pas
seulement de faire les applications et les usages qu'on décrit dans les épisodes ces derniers temps, mais nous protéger des vilaines petites bactéries, Guillaume. Mais oui, parce que les IA aussi peuvent sauver des vies. Mais c'est vrai qu'on le dit pas assez, parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'exemples, on va dire, mais là, justement, il y en a peut-être un. Elles sont probablement en train de révolutionner la biochimie et la découverte de médicaments, parce que, il y a un exemple super sympa avec les bactéries multirésistantes. Ouais. Alors, c'est quoi ? Une bactérie multirésistante, c'est une grosse saloperie. Voilà, c'est une inquiétude pour tous les spécialistes, et moi-même, au passage, je suis terrifié à l'idée de choper un truc par hasard qui résiste à tout et de crever d'infection comme au Moyen-Âge. Oh. Mais bon, voilà, il faut créer de nouveaux antibiotiques contre ces bactéries multirésistantes, et c'est pas facile. Alors, les chercheurs se sont concentrés sur une bactérie particulière qui s'appelle Acinetobacter baumannii, ou baumannii, je sais pas. Ouais. Donc, c'est un truc dégueulasse qui résiste à tout, qui donne des pneumonies potentiellement mortelles. Et bon, certaines souches, en tout cas, parce qu'il y a probablement plusieurs souches, certaines souches sont multirésistantes, donc à tout, j'ai l'impression. Et donc, ils ont pris des milliers de substances chimiques et ils ont testé ce que ça faisait sur Baumannii, là. Donc, est-ce que ça le ralentit un petit peu ou pas ? Est-ce que ça le chatouille ? Est-ce que ça le fait marrer ? Bon, voilà. Et ensuite, ils ont entraîné un modèle de deep learning dessus et ils s'en sont servis pour prévoir l'efficacité de 6680 autres substances. Et en 1h30, le modèle avait donné un verdict pour chacune et on a pu faire une petite liste des meilleurs candidats. Et un de ces candidats s'est révélé très efficace contre Baumannii. Elle la flingue sans aucun souci. Alors sur des échantillons humains infectés ou chez des souris. Et donc ils ont appelé cet antibiotique qu'ils ont trouvé l'abaucine ou l'abaucine, voilà, parce que c'est Baumannii, abaucine, un truc comme ça. Et c'est un super début. Mais c'est un début. Parce qu'après, dans le domaine de la santé, tu sais, voilà, tout est plus long et plus compliqué, et c'est pas plus mal. Donc il faut faire des bardées de tests cliniques, et si tout va bien, ce nouvel antibiotique pourrait être en vente libre en 2030. C'est long, mais c'est prometteur, et ça montre un premier exemple concret de ce que le machine learning peut apporter à la médecine, à la biochimie, et finalement, des bienfaits que nous apporterons aussi ces technologies, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir beaucoup, il va y avoir beaucoup de problèmes, et aussi beaucoup de bienfaits, et je crois au net positif, je l'espère, ou je y crois, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On va abonder en ton sens et y croire forcément. C'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a des applications d'intelligence artificielle autour de la biologie, de la recherche comme ça. Donc c'est intéressant de voir que ça continue de manière très prometteuse. De toute façon, Guillaume, je pense que tu as tort d'avoir peur de ces vilaines bactéries. Je pense qu'il y a bien plus dangereux. Il y a les réseaux sociaux. Oui, les réseaux. Oui, alors c'est vrai que l'administrateur de la santé publique des États-Unis, donc c'est pas ça le Surgeon General, comme ils disent, s'est prononcé sur l'impact des réseaux sociaux à travers un rapport de 25 pages. Voilà, que vous pouvez lire, qui est pas super long, et qui est assez facile à lire. Et bon, il dit pas que c'est dangereux, il dit que c'est pas inoffensif. Bon, d'abord, on part du constat que 95% des jeunes entre 13 et 17 ans sont sur les réseaux sociaux, et que beaucoup, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, on va dire, mais j'ai pas de chiffres, mais pour un tiers, c'est constamment. Voilà, pour les autres, je sais pas, mais en tous les cas, c'est beaucoup de temps. Il y a même 40% des enfants entre 8 et 12 ans qui sont sur les réseaux sociaux aussi, alors qu'ils devraient pas, puisque c'est 13 ans, l'âge limite. Donc en gros, tous les ados du pays sont sur les réseaux, et donc la santé publique se pose des questions, tente de trouver des réponses pour articuler des lois, une réponse politique publique, on va dire. Donc le rapport tente de faire la synthèse de plein d'analyses effectuées sur une bonne décennie. Donc c'est une sorte de méta-analyse en gros, et ensuite il y a des recommandations. Tout n'est pas noir du tout en fait dans le constat, parce qu'il existe des groupes de jeunes pour lesquels l'impact des réseaux sociaux est très positif en vrai. Il y a des jeunes qui sont marginalisés à cause de leur ethnie, de leur culture, de leur orientation sexuelle, qui trouvent en ligne de quoi recréer des liens sociaux positifs qu'ils n'ont pas avec leurs pairs qui sont autour d'eux, quoi. Donc ils s'organisent en communauté, ils se soutiennent mutuellement, à 61%. On a un net effet positif sur les jeunes LGBTQ, sur les adolescentes de couleur aussi, par exemple, qui en tirent particulièrement bénéfice. Ils trouvent dans les communautés en ligne un endroit où s'exprimer pour 71%, et bien sûr ils se connectent aussi avec des proches qui sont éventuellement éloignés. Donc de notre côté, on trouve que le temps d'usage général sur les réseaux sociaux est important, donc voilà, voire très important, c'est 3h30 en moyenne chez les 13-15 ans, chaque jour, et à plus de 3 heures d'utilisation quotidienne, il y a des études qui notent un doublement du risque de troubles mentaux comme la dépression ou l'anxiété. En 2021, il y a une étude qui conclut que les réseaux sociaux ont contribué à plus de 300 000 cas de dépression chez les jeunes. C'est une étude qui montre aussi, et il y en a une autre qui dit que si tu limites le temps d'usage à 30 minutes par jour, tu notes une nette amélioration des symptômes dépressifs.
46% des ados de 13 à 17 ans interrogés disent que les réseaux sociaux les fait se sentir plus mal dans leur corps, et 14% seulement disent l'inverse. Les filles semblent être encore plus à risque que les garçons, hein. Elles sont encore plus sujettes au cyberharcèlement, aux problèmes d'estime de soi. Pour tous, hein, le temps d'écran est aussi un souci pour la qualité du sommeil. Donc, il y a aussi le problème du contenu, avec 64% des ados qui ont été souvent ou occasionnellement exposés à des contenus haineux. Il y a 6 filles sur 10 qui se sont déjà fait contacter par un inconnu en ligne et ça leur a pas plu. Donc tout ça, c'est dans le rapport. Allez-y pour voir plus de détails, évidemment. Après, il est aussi mentionné que tout ça est quand même très complexe et qu'on manque encore de données. En partie d'ailleurs parce que les plateformes peuvent être un petit peu réticentes à les fournir, hein, à être totalement transparentes. Donc il y a un appel à plus de transparence et plus d'études indépendantes aussi. Néanmoins, il y a quand même, il semble quand même y avoir un souci, quoi, hein, voire plusieurs. Hein. D'une part, la consommation excessive de réseaux sociaux semble clairement délétère, sans grande surprise. Et d'autre part, les réseaux sociaux eux-mêmes utilisent plein de techniques pour garder le plus longtemps possible les jeunes, et les utilisateurs en général, hein, sur leurs applis, et ça marche beaucoup trop bien. On le sait, hein, les scroll infini, notifications à tout va, obsession du like, etc. Tout ça marche vraiment très très bien. Et puis les plateformes sont aussi assez laxistes sur le contenu, hein, surtout sur ce que les jeunes peuvent voir en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas simple. Évidemment, le rapport se conclut sur des recommandations, mais en premier lieu, il y a un contrôle renforcé de l'âge des petites têtes blondes, hein, comme ça, qui utilisatrices de ces trucs-là. Contrôle aussi de ce qu'ils peuvent faire et voir en fonction de cet âge. Il faudrait aussi améliorer la protection des données des jeunes, améliorer leur éducation au numérique, et puis les protéger évidemment des contenus dangereux. Les plateformes devraient participer bien sûr à tout ça, hein, et être le plus transparentes et le plus proactives possible. Puis les parents, ils ont le difficile boulot de superviser tout ça et d'encadrer l'usage du numérique, hein, des écrans de leurs minots. Je leur dis bon courage d'ailleurs, hein, au passage. Et puis voilà, donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, tiens, puisque tu... C'est hyper compliqué comme sujet, et ce que je trouve assez génial, c'est que ce soit un travail de recherche qui déjà souligne à quel point c'est important d'avoir l'accès à la donnée et qui prône la transparence. Petite parenthèse, hein, pour dire que Elon Musk s'est exprimé au sujet de la transparence sur les réseaux sociaux. Il a répondu à l'Union européenne en repartageant une photo de chiottes transparentes et en disant voilà, quand il y a plus de transparence, on voit mieux la merde. Donc voilà, je pense que ce type de raisonnement est assez emblématique de ce qu'il faut pas faire, en fait, hein, tout simplement. Vis-à-vis des enfants, c'est hyper compliqué de gérer les situations d'enfants sur les réseaux sociaux, et même au sens large sur les jeux vidéo et sur les écrans. Moi, j'ai aujourd'hui un principe que j'essaye d'appliquer le plus rigoureusement possible, c'est que si jamais les usages des écrans au sens large, hein, et donc je mets les réseaux sociaux dedans, transgressent les rythmes que tu peux avoir ou les autres propositions que tu peux avoir, le dialogue que tu peux avoir au sein d'une famille, etc., c'est extrêmement problématique. Après, le reste, je pense que ça mérite effectivement de continuer à être travaillé. C'est très cool de voir qu'il y a des papiers de ce type-là. J'aimerais qu'il y en ait encore plus, en fait, pour qu'ils puissent se confronter les uns les autres, parce qu'il y a aussi des voix qui sont beaucoup plus critiques sur ce type de travaux de recherche. Là, les chiffres que tu donnes ne laissent pas trop de place au doute, en tout cas à ce stade. On parlait de l'Europe très brièvement avec Elon Musk qui répond avec beaucoup de tact et de doigté tiens, c'est le chiffrement de bout en bout qui a peut-être commence à voir ces derniers jours. Bon, j'espère pas, Guillaume, mais en tout cas, il est menacé actuellement. Tu sais, on parle de protection des mineurs, des enfants, et on a vu qu'immédiatement, on tombe sur le problème de la validation de l'âge, donc un problème qui n'a pas vraiment de bonne solution complètement, hein, puisqu'elle est liée aussi au souci de l'identité en ligne. Donc c'est compliqué, préserver la vie privée c'est important aussi, c'est même fondamental. Trouver un équilibre c'est très difficile, et la bataille rangée qui a lieu en Europe même, hein, au sujet de la lutte contre la pédopornographie en témoigne. Alors à la base c'est un problème qui est pas nouveau, c'est celui du chiffrement de bout en bout, qui ennuie donc les pouvoirs publics pour diverses raisons, et en particulier le chiffrement est un obstacle à la détection d'images ou de vidéos pédophiles par exemple, et certains pays comme l'Espagne n'hésitent pas à préconiser plus ou moins directement son interdiction. Alors ça fait des années que WhatsApp ou Signal par exemple clament qu'il n'est pas possible, qu'il ne leur est pas possible de scanner ce que postent les utilisateurs parce que eux-mêmes ne voient passer que du trafic chiffré. Ce trafic n'est déchiffré
que en local sur l'appareil, et eux ne voient rien d'exploitable. Ça n'empêche pas que sur 20 pays qui s'expriment sur le sujet dans un document qui a fuité jusqu'au magazine Wired, une majorité se prononce pour un scan systématique des messages chiffrés. L'Espagne allant explicitement jusqu'à évoquer une interdiction du chiffrement de bout en bout, donc virer Signal ou WhatsApp s'il ne s'y plie pas. La fuite prévient d'une sorte de lanceur d'alerte qui souhaite rester anonyme, donc bon voilà, ça... Il faut quand même prendre ça avec prudence. D'ailleurs, la France ne fait pas partie de la liste des 20 pays qui est dans ce rapport. Bon, écoute. Mais bon, si on en croit le document... Oui, il faut bien souligner, ça ne veut pas dire que la France est pour ou contre, ça veut dire juste qu'on n'en sait rien. C'est ça, ce n'est pas dans le document qu'on a pu lire. Mais bon, si on en croit ce document, l'Espagne est la plus extrême, mais c'est pas du tout la seule à avoir ce genre d'idée. Il y a une quinzaine qui veulent scanner les messages chiffrés pour détecter du porno pédophile, alors que c'est techniquement pas possible, à moins d'affaiblir le chiffrement à tel point qu'il devient quasi inutile, parce que si tu le chiffres pour le rendre cassable, avec des clés toutes petites par exemple, ma foi, ça sert pas à grand chose, et si tu mets une master key, donc une clé spéciale qui serait capable de tout déchiffrer, c'est la même chose, parce que cette master key, elle finira forcément à un moment par fuiter quelque part. Oui, quand tu vois que Zelda Tears of the Kingdom arrive à fuiter, évidemment, une clé de chiffrement pour un on parle de fuite de données, mais on voit passer des fuites de données dans les news tout le temps. Donc, ça veut dire que le chiffrement devient de fait quasiment anecdotique, en fait. Pour quelqu'un de motivé, ça devient quasiment anecdotique. Donc, la Croatie, la Slovénie, la Roumanie ne veulent pas que le chiffrement soit un refuge pour les malfaiteurs, en omettant de dire que c'est quand même aussi un refuge pour tout le reste du monde, quand même. Le Danemark et l'Islande sont marrants parce qu'ils veulent à la fois tout scanner, mais surtout pas affaiblir le chiffrement. Donc ça fait partie d'un peu de naïf de la technologie. Je suis tout oui, moi je veux bien savoir comment on fait. Les Pays-Bas préconisent le scan sur place dans l'appareil, ce qui est presque plus raisonnable finalement, puisqu'effectivement c'est là que c'est déchiffré. C'est techniquement limite plus réaliste, même si concrètement ça demanderait quand même beaucoup de boulot, ça demanderait des choses assez lourdes je pense au téléphone, surtout les moins puissants, ça serait quand même difficile à mettre en avant, mais bon, je sais pas. Quant à la Hongrie et à Chypre, ils estiment nécessaire que les forces de l'ordre puissent avoir accès au contenu des communications chiffrées, donc c'est plus la peine de les chiffrer du coup, parce que voilà. Donc globalement on voit bien que les politiques sont en majorité contre le chiffrement, que ce soit directement, indirectement ou via une compréhension aléatoire ou approximative de comment ça marche, on va dire. Et finalement, il reste que les Allemands, les Finlandais et les Estoniens pour donner des arguments contre. Les Allemands en particulier sont les seuls à défendre directement le droit au chiffrement dur. Donc voilà. Est-ce qu'on s'achemine vers la fin du chiffrement ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que des positions comme ça, j'espère qu'elles n'auront pas forcément une portée au sens premier démocratique du terme, parce que ça voudrait dire que demain, le chiffrement pourrait être interdit. Et là, évidemment, c'est problématique. Bon, attention, c'est pas des discussions qui ont eu lieu, c'est des positions qui ont fuité. Donc, il faut laisser aussi les choses avancer, mais c'est sûr que c'est pas nouveau qu'on dise que le chiffrement est menacé dans Tech Café. Là, c'est quelque chose de peut-être un peu plus engagé au niveau des États, mais pas plus engagé au niveau des discussions. Donc, à suivre. On parlait, Guillaume, je mentionnais rapidement la réaction d'Elon Musk pour Twitter au sujet de la transparence. Alors justement, du nouveau à ce sujet, Guillaume. Oui, c'est officiel, Elon Musk nous fait un doigt d'honneur, parce que, oui, c'est ça, tout simplement. Parce que l'Europe a un code de bonne pratique concernant la désinformation, et c'est vraiment minimum, quoi, parce que c'est sur la base du volontariat, déjà, donc il n'y a pas de procès à la clé, il n'y a pas d'amende, de rien, puis lutter contre les Fox peut paraître un petit minimum, quand même. Donc, limite, on te fait les gros yeux, mais c'est tout, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, même ça, Elon Musk n'en veut pas. Donc, il a annoncé le 26 mai qu'il se retirait de ce code de bonne pratique, et ça veut dire des choses, puisque pas plus tard que le 25 août, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale dans le cadre du DSA en Europe. Donc, par une transitivité assez rapide, Musk nous dit que le DSA, il en a rien à foutre. Et en plus, c'est Thierry Breton qui l'a annoncé, cette news, pour couronner le tout. Le même Thierry Breton qui avait l'air de taper le carton avec Elon tous les dimanches. Il lui a parlé, il était allé au Texas et tout. Si on en croyait ce qu'il rapportait de ses entrevues, il y aurait eu pas de souci. Et là, gros doigt. Donc à nous, Thierry, voilà, c'est vraiment pas très sport. Et donc le Breton, il est très remonté, et on le comprend, il a bien raison, il a immédiatement dit que son équipe se tenait prête à appliquer le DSA dès que possible. Les sanctions contre Twitter en cas de non-conformité iront jusqu'au blocage. D'ailleurs, 3 jours plus tard, Jean-Noël Barrot, ministre délégué du numérique, a confirmé que la France, en ce qui la concerne, était prête à bannir Twitter. Barrot, lui aussi, avait parlé à Musk, d'ailleurs, en janvier dernier, et il avait été plutôt rassurant. Donc il a été lui aussi pris pour un jambon. Je sais pas, possible.
En tout cas, il risque d'y avoir une escalade entre Twitter et l'Europe, et un blocage devient une vraie possibilité. Alors, perso, en ce qui me concerne, je dis bon débarras, clairement, ça c'est clair. Mais bon, de manière plus réaliste, il faut déjà que Twitter confirme sa mauvaise volonté. C'est pas si évident. Que l'Union européenne lance une procédure, que cette procédure aboutisse. Donc il n'est pas encore bloqué, Twitter. Hein. Sans compter que bon, un nouveau CEO compétent arrive bientôt, hein, parce qu'il va dégager Elon, puisque c'est Linda Yaccarino, qui est une femme pragmatique quand même, qui arrive pour diriger la boîte, et elle va probablement pas laisser filer un marché comme l'Europe pour une simple posture de demi-troll, tu vois. Je pense pas qu'elle soit dans cette posture-là, donc voilà, je pense qu'il est vraiment temps qu'il se casse, Elon, parce que là, c'est plus possible, quoi. Ouais, moi je peux comprendre aussi des méta qui se disent bah tiens, si on lançait un nouveau produit qui pourrait remplacer un Twitter qui pourrait se faire bannir peut-être. Bon, évidemment, il y a beaucoup de bémols et d'ironie qu'on pourrait invectiver à cette réflexion-là. On continue à parler de Twitter qui veut devenir une super app sur tous les plans, hein, Guillaume. Puisqu'on parle de Twitter et d'Elon Musk, on peut toucher deux mots de deux trucs marrants. Deux trucs marrants qui vont sans doute encore m'attirer les foudres des anti-gauchistes qui écoutent peut-être encore le podcast, on va savoir. Mais bon, Musk crie à tout va qu'il est absolutiste de la liberté d'expression et de la plateforme politiquement non biaisée. Alors bon, depuis qu'il est là, c'est-à-dire, depuis 6 mois, Twitter a accepté quasiment la totalité des demandes des divers gouvernements sur les données ou l'identité des utilisateurs ou sur la censure pure et simple de posts. Et avant, c'était bien moins. Donc il y en avait 330, puis après il y en a eu 550 pour le trimestre juste avant le rachat, maintenant il y en a 971. Donc en gros, c'est même clair, hein, Musk obéit sans discuter aux demandes de censure du gouvernement indien ou turc, par exemple. Aucun souci. La Turquie d'ailleurs est très en haut du panier avec plus de 400 demandes, avec près de 400 demandes. Donc, certaines de ces demandes sont sans doute légitimes, hein, je dis pas, mais enfin bon, disons que la différence de chiffres entre avant et après son arrivée semble un petit peu contredire le discours, mais bon, c'est peut-être juste moi. Autre truc marrant concernant ce Twitter non biaisé politiquement, après avoir accueilli Tucker Carlson à bras ouverts, d'après son renvoi de chez Fox News, Elon s'est dit que ce serait super cool que Ron DeSantis annonce sa candidature à la primaire sur un space Twitter. Et ben là, ça s'est pas bien passé, en fait, hein, et ça remet un petit peu Twitter à sa place, je trouve. Parce qu'il y a eu 600 000 connexions à l'événement audio, et les serveurs de la plateforme ont fondu, tout simplement. Ça a bugué un max au bout de 30 minutes, il a fallu tout couper, recréer un autre space. Finalement, il y a juste 300 000 personnes qui ont entendu tout ce qu'il avait à dire, et c'est ridicule. Je veux dire, 600 000 personnes, c'est pas énorme, même pour Internet. En gros, un gros event Twitch, c'est 3 millions de gens en vidéo, simultanément. 600 000 personnes en audio, c'est rien. Ridicule. Et en plus, ça a craché. Donc du coup, c'est même plutôt 300 000. Sur Fortnite, il y a eu 12 millions de personnes au concert de Travis Scott dans un monde en 3D. Donc techniquement, c'est nul, je veux dire. Mais en fait, là où c'est encore pire, c'est quand on compare à la télévision. Parce que la télévision, en fait, ça reste énorme. Tout le monde a une télé, tout le monde a une télé, tout le monde regarde la télé, et puis bon, il y a même des télés dans les lieux publics qui tournent en boucle. En mai 2023, Trump a fait une interview sur CNN. Il a eu 3,3 millions de spectateurs sans effort. Et au passage, le speech de DeSantis, d'ailleurs, n'a pas vraiment passionné, même parmi la droite américaine. Bon, on dira ce qu'on voudra de Trump, mais bon, au moins il sait faire le show, tu vois. Et puis c'est un enfant de la télé, Trump, d'ailleurs. Il a toujours utilisé Twitter en synergie avec d'autres médias et la télé en tête. Comprendre Twitter comme un mass média comparable aux autres, c'est manifestement une erreur. Twitter, c'est une niche. On s'en rend peut-être pas compte, parce que nous, on est technophiles, on en parle tout le temps, et puis en plus, si tu passes ton temps à te prendre la tête sur Twitter, forcément, t'as l'impression que c'est énorme, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus niche que la télévision, juste. Donc il y a bien des dizaines de millions d'Américains qui sont inscrits, mais enfin, il faut quand même voir aussi qu'il y a 10% des utilisateurs Twitter qui sont responsables de 92% des tweets. Donc voilà, et Elon apparemment veut bâtir un empire médiatique, basé sur Twitter. Je lui dis bonne chance. Oui, ce qui peut tromper sans doute l'analyse de Twitter à ce sujet-là, c'est le fait qu'effectivement, ça reste un réseau social et une plateforme dans lequel le contenu est propulsé lui-même dans d'autres médias. C'est souvent que tu peux lire des articles, notamment dans le monde politique ou dans le monde économique, où tu vois des interventions au travers de tweets qui sont cités. Ça permet d'illustrer un propos et ça permet aussi à des influenceurs, à des institutionnels de prendre la parole très facilement. Mais ça reste une niche. D'un point de vue volume d'audience directe, ça reste effectivement une niche. On continue avec l'activité d'entrepreneur d'Elon Musk avec Neuralink. Vous le savez, cette promesse de connecter l'homme et la machine directement avec des câbles dans le cerveau. Oui, il me semble qu'on en a parlé il y a pas longtemps. D'ailleurs, Neuralink s'était fait épingler par la FDA parce qu'ils nettoyaient pas bien leur matos, en gros. Ouais. Et puis aussi, par ailleurs, parce qu'ils maltraitaient les animaux.
Et bien, à ma grande surprise, ils sont désormais habilités à maltraiter aussi des humains. Voilà. Leurs soucis avec l'institution, apparemment, ont été résolus, il faut croire, hein, puisqu'ils peuvent recruter tout de suite des volontaires pour les essais cliniques d'implantation du Neuralink. Neuralink, voilà le truc qui lit l'activité des neurones autour, hein, qu'on te met dans la tronche, et qu'on te place dans ta tronche, justement, avec un gros robot, qui le fait à peu près tout seul. Bon, pour le moment, c'est pas encore commencé. Le recrutement, hein, je veux dire, je sais que vous attendez avec impatience, ça vous brûlez de vous inscrire. Moi, j'attends ça avec impatience, ouais. Voilà, bien entendu, mais pour le moment, c'est pas ouvert. J'imagine qu'ils doivent s'activer sur le robot pour vérifier que tout est prévu, que tout est bien ok, tu vois, et que voilà, il y a peut-être même d'autres cochons qui en font les frais, les pauvres. Je sais, c'est horrible, hein, mais bon. Malheureusement, passe-toi la face, hein, je vois pas comment il pourra se passer d'animaux, quoi. Ouais, tu veux continuer peut-être sur les problèmes d'implants, non? Sur les problèmes, pas forcément, mais sur ouais, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Alors on déconne, mais bon, les implants dans la tête ou dans la moelle épinière, ça peut changer des vies, et même ça peut changer des vies plusieurs fois. Alors, ouais. Un exemple vraiment cool, c'est un gars qui s'est remis à marcher de manière relativement fluide grâce à un implant dans la moelle épinière. Bon, il était en fauteuil, hein. C'est un implant qui fait le pont entre son cerveau et le bout de moelle qui dessert le bas du corps. Parce qu'il y a eu il a eu une lésion. Donc il y a une blessure qui a interrompu en gros les communications, hein, et le pont les restaure. Après un temps d'adaptation, il arrive à les restaurer. Il est possible donc pour le paralysé de se lever, de marcher, de monter des escaliers. Et bon voilà, ça change complètement la donne, quoi. Ça reste très complexe, hein. Le patient a quand même un double implant cortical, donc dans la tronche, dans la tête, hein. Il a une lésion au niveau du cou aussi. Et les implants corticaux communiquent avec un ordinateur qui est dans un sac à dos, qui lui-même pilote un implant qu'il a dans la moelle épinière, à peu près au niveau lombaire. Et cet implant au niveau lombaire envoie des ordres vers les muscles des jambes. Et bon, même avec tout ça, il y a besoin d'un déambulateur et de béquilles, hein, mais c'est quand même énorme. Il peut se lever de son fauteuil roulant, quoi. C'est quand même fabuleux. Ouais, c'est remarquable quand j'ai vu ces images-là. Excuse-moi. Ouais. Non, oui, c'est quand même... Et alors, il y a même encore mieux, et honnêtement, j'ai pas vraiment compris, c'est qu'apparemment, il y a une certaine restauration spontanée des mouvements naturels, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que même quand le truc est éteint, le patient a regardé une certaine motricité par rapport à avant. C'est quand même absolument dingue. Et donc, c'est génial, mais ça pose aussi des questions sur le long terme. La tech, c'est pas ce qu'il y a de plus durable, surtout si on prend en compte le support logiciel, hein. Et bon, il s'avère que ça peut parfois aboutir à des drames humains quand les implants doivent être retirés contre le gré de leur patient. C'est arrivé à Rita. Rita, c'est une Australienne épileptique, hein, qui avait eu un implant dans le crâne et qui lui permettait de savoir quand elle allait avoir une crise. En fait, concrètement, elle avait un petit moniteur, une petite télécommande sur laquelle il y avait des LED de couleur qui lui donnaient la probabilité d'avoir une crise avec un code couleur, rouge, bleu, vert, ce genre de truc. Et bon, avant, elle n'en avait aucune idée, tu vois. Et donc, forcément, ça l'handicapait énormément. Puisque tu peux pas conduire, tu vois, tu sors, t'es jamais sûr de pas t'effondrer sur le trottoir. Enfin, c'est horrible, tu veux d'avoir ce genre de truc. C'est un stress permanent, quoi. Et donc, avec l'appareil, elle regarde une forme de contrôle. Elle a une certaine maîtrise de sa vie, tu vois. Pour elle, ça a été une révolution. Son existence a complètement changé. Et en fait, ça l'a même changé, elle. C'est pas la même personne quand elle a le contrôle de ses crises d'épilepsie ou quand elle n'a pas le contrôle, quand elle sait pas ce qui va se passer. Quand elle sait ce qui va se passer, elle n'a pas le même caractère, elle n'a pas la même personnalité, elle est beaucoup plus détendue, elle est beaucoup plus exubérante, tu vois, ça c'est... Alors que sinon, évidemment, elle est complètement stressée, elle est angoissée, elle est surangoissée, etc. Et donc, en quelque sorte, l'implant est devenu une part d'elle-même. Parce que si on enlève cet implant, c'est plus la même femme. Et bon, la boîte qui fabrique cet implant, le problème, c'est qu'elle a fait faillite en 2013. Donc Rita a eu son implant en 2010, alors qu'elle avait 49 ans, et dès la faillite, on lui a conseillé, on conseille à tout le monde, hein, tous les participants qui participaient à ce test, un test clinique, hein, de retirer l'appareil. Et Rita, elle a refusé, parce qu'elle ne voulait pas, évidemment, et elle s'est battue jusqu'au bout pour le garder. Elle a été la dernière à qui on l'a retiré, parce qu'il a bien fallu qu'elle y renonce à un moment, mais bon, elle a perdu son implant contre son gré, et elle a perdu une partie d'elle-même. Puisqu'elle a perdu la personne qu'elle était avec l'implant, qui est totalement différente de la personne qu'elle est maintenant. Elle a 62 ans maintenant. Donc c'est une histoire qui montre bien la complexité, tu vois, de se lier avec la technologie à ce point, hein, et avec, de lier la technologie et le vivant avec des gens en particulier, tu vois. Retirer un implant contre la volonté de quelqu'un, est-ce que c'est même pas contraire aux droits de l'homme ? La Charte des droits de l'homme a un droit à l'intégrité mentale, qui est probablement pensé au départ pour un droit au soin mental, mais est-ce qu'on ne peut pas faire même une interprétation différente, tu vois ? Dans le cas de Rita, est-ce qu'on ne peut pas même aller jusqu'à une interprétation différente de ce droit fondamental ?
Mais bon, qu'est-ce que tu fais quand même dans le cas d'appareillage qui nécessite une maintenance et que plus personne ne sait maintenir ou ne peut maintenir ce truc, tu vois? Mais je suis à peu près certain qu'on avait déjà traité ce type de sujet avec d'autres exemples dans Tech Café par le passé, Guillaume. Un peu, et puis surtout, je pense que ça remet aussi, c'est probablement une thématique qui est un peu récurrente, puisque là, comme partout ailleurs, mais là en particulier, il faut probablement imposer une interopérabilité et une réparabilité complète des machines, tu vois, une transparence totale. Il faut des machines réparables, interopérables et des documentations techniques qui soient super détaillées et librement accessibles. Parce que là, c'est des questions de vie ou de mort, ou de vie détruite. À minima de santé publique. Là, c'est des questions de santé, quoi. Donc voilà, évidemment, c'est des questions qui concernent très peu de gens aujourd'hui, mais dans 20 ans, tu vois. C'est des techs qui sont probablement appelés à se multiplier. Si on fait une trajectoire où un Neuralink, par exemple, pouvait se développer et implanter des dizaines de milliers de clients, si demain ils font faillite, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils disparaissent, quelle maintenance il peut y avoir de tout ça? C'est sûr que ça pose des grandes questions. Et encore une fois, je suis à peu près persuadé qu'on a déjà traité ce type de sujet. Quelque chose me dit que ça va se renouveler à l'avenir. On va terminer cet épisode de Tech Café. Tu voulais nous parler un petit peu de tes meilleurs amis, Guillaume, les supraconducteurs. Non, en fait, c'est vraiment un follow-up parce que j'avais pris le risque. J'avais relayé une recherche de Ranga Dias de l'université de Rochester sur des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Donc déjà, c'est un truc, voilà. Mais bon, c'était à température ambiante sous des très fortes pressions. Alors le truc, c'est que la news que j'avais relayée, c'était que le mec son équipe avait repéré un composé, un matériau un petit peu bizarre qui était capable de rester supraconducteur aux températures normale, quoi, ambiante, mais sous des pressions qui étaient un petit peu moins catastrophiquement énormes que la normale. Parce qu'en fait, on sait effectivement qu'on peut avoir des composés qui peuvent être supraconducteurs à très haute température, mais voilà, sous des pressions monstrueuses. Lui, il avait un petit peu relâché la pression. Tu vois, c'était sympa de relâcher la pression. Et on s'était dit, waouh, mais ça ouvre des trucs incroyables. Et bon, c'est un mec qui avait déjà fait des recherches qu'il avait dû retirer. Il avait déjà fait une recherche qu'il avait dû retirer, qui s'était rétractée, parce que ça n'avait pas été reproductible. Je me demande si quand même tu n'avais pas fait preuve d'un petit peu de prudence, justement, quand tu avais relayé ça. Il me semble bien que tu avais dit, bon, c'est à confirmer quand même. C'est à si confirmer. Ça se confirme, c'est chouette, mais c'est à confirmer. Voilà. Et bien en fait, ça s'est pas confirmé. Parce qu'il y a raison d'être prudent. Voilà, il y a une étude d'une autre équipe de Nanjing qui a tenté de reproduire ça. Donc ils ont fait le composé, ils ont suivi la recette, ils ont fait la recette, ils ont fait leur truc, donc ils ont eu leur composé, ils ressemblaient beaucoup, même signature spectroscopique, le truc quand tu le mets sous pression, il change de couleur au même moment et tout, donc ça a vraiment l'air d'être le même, c'est-à-dire le même truc, quoi, le même matériau. Le problème, c'est qu'il n'est pas supraconducteur. Ça, c'est un gros souci. C'est un peu embêtant. Donc, ils n'arrivent pas à reproduire les trucs qui nous intéressent, quoi, donc ils sont supraconducteurs. Donc, pour l'instant, on va dire que ça marche pas. Ouais, ok. Bon, bon essai, mais tu peux renouveler ton essai, ou en tout cas tenter de reconvaincre la communauté scientifique. Et désolé. Tu avais eu raison, Guillaume, de faire preuve de prudence en amenant cette news. Tu nous avais bien détaillé le potentiel, par contre. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette veille assidue et la préparation de l'épisode hebdomadaire, ainsi que cet épisode supplément. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, et surtout que ça vous a informé, que ça va vous servir, que ça va vous être utile, peut-être même dans le cadre de votre boulot, vous avez des billes en écoutant Tech Café qui vous permettent de suivre l'avancement de votre environnement professionnel. Si c'est le cas, bien évidemment, la première chose, c'est de partager Tech Café à votre entourage, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, et pourquoi pas également de passer à l'action au travers d'avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict qui permettent de montrer la qualité globale du contenu qui vous est distribué dans Tech Café, mais aussi et surtout d'envisager un soutien sur patreon.com/techcafé. On sera ravis de voir que vous abonnez ou que vous êtes déjà inscrit à Patreon et que vous décidez de soutenir également Tech Café. Patreon.com/techcafé pour quelques euros par mois et bénéficier en échange des épisodes sans la publicité et quelque part aussi d'un canal d'échange privilégié. On peut aussi prendre note peut-être plus facilement de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires. Vous êtes quelques-uns à utiliser Patreon pour ça et quelque part ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous allez pouvoir nous retrouver partout, mais peut-être pas tout le monde. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Non, mais moi, on va me retrouver sous mon bureau parce qu'il faut que je prenne des mesures pour essayer de voir si mon futur water cooling Kalios à 600 watts rentre. J'étais en train de deviner à quoi tu voulais faire référence. Très bien. T'as pas la place aujourd'hui. Il faudra que tu... Non. Bon, si. Ça va être juste... Non, si, je pense que j'ai la place. En poussant un peu le bureau. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, dans quelques jours maintenant, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.